Promouvoir le développement de l'artisanat par la femme et pour la femme, c'est sur ce thème que s'est ouvert au Palais du 29 juillet la 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme. Sa femme, à suivre les détails dans ce journal. Au siège du SNAD de la première édition des Nuits de la presse ou Nuli Presse 2013, à suivre également les détails dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Ouverture ce matin au Palais du 29 juillet de la 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, sa femme. Objectif de ce salon, promouvoir le développement de l'artisanat par la femme et pour la femme. C'est Madame Aïssata Issoufou, première dame qui a présidé donc la cérémonie. C'était en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement ainsi que de plusieurs invités de marque. Le compte-rendu de cette cérémonie avec Mariama Soumana et Jamil Oumarou. Cette cérémonie marque l'ouverture officielle de la 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, placé cette année sous le thème artisanat féminin, haut de gamme compétitif et profitable à l'économie africaine. Avec Zender comme région phare, cette édition se tient au moment où le SAFAM connaît une évolution considérable avec la transformation de son secrétariat permanent en agence SAFAM, ainsi que l'institutionnalisation du prix de la créativité et de l'intelligence de la main, dénommé Innov Act. Parti d'un corps de métier, le SAFAM s'est donné pour ambition non seulement de faire de la femme nigérienne un agent de développement, mais encore et surtout de rendre la femme autonome et économiquement indépendante. C'est une belle idée, une idée séduisante. Elle l'est d'autant que le SAFAM fait partie des 5 innovations qui seront présentées du 3 au 5 décembre à l'important forum sur la paix et le développement qui se tiendra à Paris. Ce qui suppose que ce pari est en train d'être gagné et que le SAFAM est en train de faire son entrée dans la cour des grands. Vous constaterez avec moi que le SAFAM est en train d'atteindre l'âge mûr, l'âge de la majorité, qui nécessite un accompagnement. Le gouverneur de la région de Zender s'est réjoui du choix porté sur sa région. Il a saisi l'occasion pour faire une brève présentation de la région phare de cette édition. La région de Zender est engagée à relever le défi que lui confère cet honneur. En effet, Zender vient au SAFAM avec une délégation de plus de 300 professionnels des arts et des tonnes de produits divers et de qualité. Je vous invite et vous exhorte à découvrir et à apprécier notre artisanat, nos prestations culturelles et artistiques. Zender est situé dans la partie méridionale du Niger, c'est-à-dire au centre-est, et couvre une superficie de 255 778 km², soit 12% du territoire national. Pour la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, toutes ces innovations témoignent de l'engagement des autorités de la 7e République de rendre plus compétitif l'artisanat nigérien. Elle a saisi l'occasion pour rendre un hommage mérité à Mme Kane Aïchatou Boulama, première coordinatrice du SAFAM. Son abnégation reconnue par tous a contribué largement à la propension de l'événement en renforçant davantage sa notoriété au fil des éditions pour lui donner l'envergure internationale qu'il revêt aujourd'hui. À notre sens, elle est la pionnière de ce salon qui place la femme au centre de toutes les préoccupations du développement socio-économique d'une nation et qui en est aujourd'hui à sa 8e édition.
L'État a toujours encouragé et soutenu le SAFEM, en particulier le secteur de l'artisanat en général. En témoigne votre présence à cette cérémonie et les multiples efforts matériels et financiers déployés pour l'organisation de chacune des éditions. En effet, les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, accordent une place de choix au développement de l'artisanat nigérien dans le sens de le rendre plus compétitif. Procédant à l'ouverture du SAFAM, Mme Issoufou Aïchatou, marraine de cette 8e édition, a réitéré toute sa détermination à accompagner cet événement qui constitue un moyen de lutte contre la pauvreté. J'apprécie l'honneur fait à ma personne comme marraine de ce grand événement qui contribue de manière incontestable à la relance de notre économie nationale et à l'intégration régionale tant prônée par nos autorités. Cette opportunité m'a permis d'être davantage à l'écoute des préoccupations de certaines catégories socio-professionnelles, principalement les artisans et particulièrement les femmes, dont les conditions de vie préoccupent, comme vous le savez, les autorités de la 7e République, mais également les différents partenaires au développement dont je salue ici l'engagement à nos côtés. C'est donc conscient de ce que le SAFAM représente pour les artisans en général et pour les femmes en particulier, notamment celles vivant en milieu rural, que j'assume avec fierté. Le gouverneur de la région de Niamey, la représentante de la ministre de la Population et le président de la Fédération nationale des artisans ont tour à tour pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux exposants et remercier les différents partenaires. S'en est suivi la coupure officielle du ruban par la première dame, une visite guidée des différents stands et pour finir, un dépistage volontaire du VIH/SIDA sur le site du SAFAM. La première dame n'a pas hésité à faire le dépistage. Voilà, après donc le lancement du SAFAM édition 2013, autre lancement à retenir ce matin au siège du SNAD, la première édition des Nuits de la presse intitulée Nuili Presse 2013. Cette innovation dans le domaine de la presse nigérienne intervient à une date mémorable qui est celle de la signature la déclaration de la montagne de la table. C'était, vous vous rappelez sans nul doute, le 30 novembre 2011 dernier. Le compte-rendu est signé d'Amana Ablaye Sambozamo. La loi de la presse, c'est la force du peuple. La force de la presse, c'est celle du peuple. Il peut s'en servir quand il a besoin. Il doit s'en servir quand il a besoin. Mais dès qu'il s'en sert, c'est le baillement et le musulman. Cette chanson pleine de sens de Malam Barka qui exprime toutes les souffrances qu'endurent les journalistes du monde entier marque le lancement de la première édition des Nuits de la liberté de presse Nuili Presse 2013. Cette première édition qui coïncide avec la date mémorable de la signature de la montagne de la table est l'aboutissement d'une ambition nourrie de longue date et d'efforts constants par le promoteur de cet événement, Salim Zangina, pour voir se concrétiser cette vision. Une vision qui contribuera sans nul doute à promouvoir une bonne image de la grande famille de la presse nigérienne, mais aussi la promotion tout simplement de la liberté de la presse. Cette innovation dans le domaine de la presse vise aussi à promouvoir la place enviable du Niger sur le plan de la presse en Afrique et dans le monde entier. Pourquoi la liberté de la presse? La liberté de la presse et d'expression est un droit à défendre car c'est un fondement de la démocratie. Pour preuve, la liberté de l'information reste le moyen pour défendre tous les autres droits. La liberté de l'information favorise l'accès au savoir et à la compréhension pour les populations. Pour aider les plus défavorisés à sortir de leur situation précaire, il faut en effet commencer par les informer sur les droits et sur les moyens qu'ils ont pour les défendre. Cela passe par la presse. La presse a aussi un effet dissuasif sur les auteurs éventuels d'actes répréhensibles comme les détournements de deniers publics, la corruption et la malgouvernance. Pour toutes ces raisons, la liberté de la presse doit être garantie car une presse censurée donne des informations fausses et tronquées.
Présent à ce grand événement de la presse nigérienne, le président du Conseil supérieur de la communication relativise le thème de cette première édition aux énormes manquements de l'éthique et à la déontologie, mais aussi à la dépénalisation dans la pratique du journalisme. Si le thème de cette première édition de la Nuit de la liberté de la presse porte sur éthique, déontologie et dépénalisation dans la pratique du journalisme au Niger. Je suis également convaincu que ce thème, le choix de ce thème, découle du constat que nous faisons tous, selon lequel, depuis la dépénalisation des délits de presse en juin 2010, nous assistons à une recrudescence des violations de l'éthique et de la déontologie dans la pratique journalistique dans notre pays. Procédant au lancement officiel, le ministre de la Communication a rappelé l'engagement du président de la République en signant la montagne de la table. Cet acte ô combien important du chef de l'État en faveur de la presse nigérienne aura eu, rappelez-vous, le mérite de hisser le Niger au rang des nations dans lesquelles la liberté de la presse a le plus évolué, se classant à titre d'exemple devant des pays tels que la France en 2012. Au cours de cette première édition des Nuits de la presse ou Nuit Presse, des éminents conférenciers vont défiler sur la tribune pour éclairer les lanternes des jeunes apprenants de ce noble métier que le journalisme, mais aussi les journalistes en exercice sur le terrain. La loi de la presse est la force du peuple. La force de la presse, c'est celle du peuple. Un forum national des acteurs non étatiques sur l'internalisation du droit à l'énergie dans le PDS 2012-2015, forum qui a ouvert donc ses travaux ce matin au Palais des Congrès de Niamey. Objectif amener ces acteurs à réfléchir sur une politique énergétique beaucoup plus accessible pour en faire un outil de développement. Garantir le droit à l'énergie à tous les fils du Niger est un des dispositifs impératifs de toute politique énergétique, mais surtout internaliser le droit à l'énergie dans le contenu du PDS 2012-2015 au centre de ce premier forum des acteurs non étatiques niveau 1. L'énergie qui est un défi majeur de notre planète dans ce contexte de grand débat sur le PDS, que serait l'accès aux droits fondamentaux sans l'énergie. Nous devrons donc agir ensemble pour garantir et promouvoir ce droit et mettre fin aux coupures intempestives de la Nigélec dans nos foyers et lieux de travail. Mais une chose est d'avoir des outils de travail. Ces outils n'auront de valeur ajoutée qu'à travers leur appropriation et leur utilisation efficiente par les principaux acteurs. C'est pourquoi la pleine implication des acteurs et des partenaires est la clé de la réussite de la mise en œuvre du PDS. À cette bienheureuse circonstance, le représentant du programme d'appui à la société civile PASOK 2, partenaire de ce grand rendez-vous d'échange, se réjouit et pense que des réflexions objectives seront faites par l'assistance. En même temps, une thématique qui nous concerne tous, j'allais dire en tant que citoyens, pas seulement monsieur Moustapha Kadi le rappelait, nous vivons au jour le jour ces difficultés d'accès à l'énergie. Et je ne voudrais pas terminer sans saluer ici la mémoire du professeur Abdou Moumouni. La Constitution de la 7e République donne une place au droit à l'énergie. En son article 147 qui stipule que l'État s'attelle à développer son potentiel énergétique en vue d'atteindre la souveraineté énergétique. La stratégie nationale d'accès aux services énergétiques modernes des populations nigériennes, SNASEM, composante du PDS, engage le gouvernement dans une politique ambitieuse pour accroître l'accès aux services énergétiques modernes. Elle se fixe pour objectif, à l'horizon 2015, de permettre au moins à la moitié de la population d'accéder aux services énergétiques modernes
ce qui représente 1 250 000 foyers supplémentaires à pourvoir à l'accès à des services énergétiques modernes. Mahamadou Danda, ancien Premier ministre, coordinateur de ce premier forum national, salue l'initiative et exprime ses vives félicitations au CODAE. En réalité, je pense qu'aujourd'hui, c'est un forum très important qui s'ouvre parce que l'énergie fait partie, à mon avis, des grandes causes. Aujourd'hui, qu'on ait l'occasion d'avoir un forum organisé par les acteurs non étatiques de premier niveau, je pense que c'est un aspect très important. J'ai certainement pleine conscience que les uns et les autres ont conscience du poids et de la portée du rôle qu'ils vont jouer par rapport à ce forum. Durant donc 2 jours, les participants à ce forum vont échanger et dégager des pistes techniques et financières pour amener les partenaires techniques et financiers à considérer le droit à l'énergie comme étant une des priorités nationales afin d'éviter des situations imprévisibles. Actualité dans nos régions à présent avec la clôture de la réunion d'information et de concertation sur le programme minier de la région d'Agadez. Au centre des discussions, la validation du programme social minier de la région d'Agadez. Cette rencontre devrait aussi jeter les jalons d'une nouvelle initiative de financement des projets sociaux dans les régions abritant les activités minières par les sociétés et les compagnies opérant dans la zone. Le compte-rendu est signé Ramedi Alassane. C'est la salle de réunion de l'hôtel de la paix d'Agadez qui a servi de cadre au débat qui, 2 jours durant, ont permis aux participants à cette rencontre de souligner l'impact environnemental lié aux activités extractives et l'entente de la population de la région en termes de réalisation des projets dans les domaines sociaux prioritaires, l'école, la santé, l'accès à l'eau, l'investissement dans l'agriculture. C'est le secrétaire général de la région d'Agadez, Zulkaleni Bouré-Momega, qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. On constate l'insuffisance de l'accès des populations aux services sociaux de base, notamment en matière d'éducation, de santé et d'eau potable, d'infrastructures routières énergétiques. L'insuffisance des revenus des populations, la faible satisfaction de la demande d'emploi des jeunes. En réponse à ces constats, les sociétés minières ont mis en place, sur la base d'une démarche volontaire, des appuis financiers sous forme de fonds sociaux alloués aux communautés locales. L'élaboration du programme social minier vise d'une part à renforcer la mobilisation des fonds au profit des populations et d'autre part à mettre à la disposition de l'État et des principaux acteurs un outil de planification, de référence, permettant de rationaliser les interventions pour mieux contribuer au développement local dans les zones d'exploitation. Les travaux de cette réunion, dirigée par l'inspecteur général des services du ministère des Mines et du Développement industriel, M. Mazou Youssouf, ont été fortement aiguillonnés par l'exposé du consultant du PNUD, M. Ibrahim Ba. Pour le consultant du PNUD, l'exécution et le suivi du PSM mettra aux prises les principaux acteurs, à savoir l'État et les collectivités locales, les populations et les organisations de base, les sociétés minières et pétrolières, et enfin la société civile et les ONG intervenant dans les zones minières. Donc je viens de dire, il y a l'État d'un côté et le côté local dans les zones, des zones concernées. Il y a la population et les organisations de base, fondamentales, sont concernées et sont cœur PSM. Il y a les compagnies minières et pétrolières également. C'est les partenaires privilégiés ici sont tels qui vont décaisser les fonds pour arriver à satisfaire les besoins prioritaires. Il y a, comme j'ai déjà dit, la société civile, les ONG qui interviennent dans ces zones-là, mais pas n'importe qui. Dans ces zones. Quand on est dans ces zones, on est partenaire, on est impliqué. Si on ne l'est pas, on ne peut pas demander qui. Mais si on vous voit actif dans la zone, vous êtes présent, vous êtes acteur. Des débats très animés témoignent de l'intérêt manifesté par les populations qui attendent encore de voir dans leur localité les retombées des activités minières et pétrolières. Plusieurs recommandations ont sanctionné la fin de la réunion d'information et de concertation d'Agadez. L'engagement ferme des parties prenantes dans la mise en œuvre du PSM au profit des populations. Le recrutement au niveau de la région d'Agadez de la main-d'œuvre non qualifiée dans les sociétés minières et pétrolières à 100%. L'attention particulière sur la condition des femmes et de leurs besoins spécifiques en zone minière et pétrolière. Les participants.
Direction la cité de Jarmakoy où séjourne le ministre de la Santé publique. Cette visite qui a conduit la délégation ministérielle dans plusieurs structures sanitaires des départements de Dosso, Gaïa et Douchi pour finir avec une réunion de synthèse à la direction régionale de la santé de la dite localité. Le compte-rendu est signé Seyniaye et Idrissa Maman. S'inquiéter de la disponibilité des structures sanitaires de la région, mais aussi de leur état de fonctionnement, a été l'objet principal de la visite du ministre de la Santé publique, M. Agalimanu, qu'accompagnent des représentants des partenaires techniques et financiers et des cadres centraux de la santé publique dans la région de Dosso. La première étape a été le centre de santé intégré de Mandjikwara, dans la commune de Dosso, créé en 1974 sous le titre de centre médical, puis transformé en 1999 en centre de santé intégré. Ce centre qui, avec 18 agents, dont un médecin, dessert 32 434 habitants, dont 1464 enfants de 0 à 11 mois à la date de la visite du ministre, avec pour difficulté majeure la vétusté des locaux. Ensuite fut le CSI de la Kouroussou, puis la pharmacie de Dalol, où d'ailleurs l'appel de la première dame, Dr Malika Issoufou, a été compris et relayé par le responsable. L'après-midi a vu le tour de la pharmacie populaire et le lendemain, de bon matin, la délégation a mis le cap sur Gaïa, où le CSI de Bengou et le district sanitaire de Gaïa ont reçu la visite de la délégation. C'était idem pour Dogondouchi et l'hôpital de Dosso, ainsi que la direction régionale de la santé publique. Dans toutes ces localités, des réunions avaient suivi au cours desquelles le ministre a dressé son constat, puis encouragé s'il le faut ou attiré l'attention de certains responsables en cas de besoin. La réunion de synthèse sanctionnant la fin de la tournée avait été organisée à la direction régionale de la santé publique de Dosso, où, après avoir encouragé une vingtaine de bénévoles travaillant à l'hôpital de Dosso, par une gratification, le ministre a tenu à donner des conseils et instructions ainsi que des encouragements aux responsables régionaux de la santé publique. Restons à Dosso, cette fois-ci pour signaler la fin des travaux de du troisième congrès ordinaire du syndicat national du personnel de l'information, la statistique qui s'est tenue dans la salle de réunion du conseil municipal de Dosso du 27 au 28 novembre 2013 dernier, sous le thème « Assurance qualité dans la production des statistiques officielles ». Le compte-rendu est signé Murtala Zoubairou, accompagné de Idrissa Maman. Après 2 jours d'intenses travaux du 3e congrès ordinaire du syndicat national du personnel de l'information statistique tenu les 27 et 28 novembre 2013 à Dosso, placé sous le thème « Assurance qualité dans la production des statistiques officielles », les participants ont formulé plusieurs recommandations. Créer une direction des ressources humaines et une direction des ressources financières et matérielles. Tenir à l'INS son rang de première place parmi les instituts nationaux de la statistique des pays membres d'Afristat. Le Congrès recommande des moyens matériels et financiers plus conséquents pour permettre une bonne exécution de ces programmes d'activité. Ces 2 jours de travaux ont permis également au Bureau exécutif national du personnel de l'information statistique SYNPIS de passer au renouvellement du bureau en place. Ensuite, s'en est suivi la présentation des membres du bureau entrant à la tête duquel est reconduit Zakou Boubacar au poste du secrétaire général du SYNPIS. Ce dernier n'a pas manqué par ailleurs de remercier ses camarades pour la confiance une fois renouvelée en sa personne. Après 2 journées d'intenses travaux, 2 journées passées dans ce lieu symbolique de la cité légendaire de Jarmakoy, nous repartons avec un enrichissement certain de notre plateforme revendicative, des propositions qu'il nous faut maintenant porter avec force et conviction. Il faut lutter contre toutes les inégalités pour redonner à chaque salarié, chaque jeune de l'INS, dignité, émancipation et espoir face à l'avenir. Nous allons continuer à défendre cette conception du travail, à défendre les droits des salariés, à en conquérir de nouveaux
notamment en matière de la gestion de la carrière des agents. Pour sa part, le secrétaire général de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger CDTN, Idrissa Jibrila, a salué la hauteur d'esprit ayant soutenu le consensus et la compréhension qui ont prévalu et au renforcement de la cohésion au sein de cette structure syndicale. Clôturant les assises de ce 3e congrès ordinaire du SYNPIS, le ministre délégué au budget Mohamed Boucha a tout d'abord salué l'ensemble des participants pour leur engagement, leur implication ainsi que la qualité des interventions dans les discussions avant de réitérer l'engagement de son département ministériel à prendre en compte les recommandations issues de ce congrès. Je souhaite aussi répondre, ou du moins m'en faire le goût, aux recommandations qui ont été formulées à l'endroit de mon ministère. J'ai entendu un appel au soutien par le ministère des Finances d'une dotation en moyens matériels et financiers conséquents pour la mise en œuvre des programmes des activités de l'INES. Le ministère des Finances a accueilli à bras ouverts l'initiative de l'INES depuis novembre 2012 à soutenir une deuxième stratégie nationale de développement de la statistique pour la période 2013-2018 afin de prendre en compte les nouvelles orientations politiques de développement de notre pays. Ces travaux qui s'achèvent avec à l'esprit une satisfaction au niveau des participants permettront sans nul doute de répondre aux attentes de ces derniers. Retour à Agadez, cette fois-ci pour aller suivre cette cérémonie de remise d'un important lot de matériel informatique à l'école des mines de l'Aïr et Maïr. Ce geste est l'œuvre de la Fondation Orange Niger qui vise à outiller les élèves dans leur recherche sur Internet. C'est donc au total 11 ordinateurs qui ont été offerts. Retrouvons une fois de plus Ramide Alassane et Babale Amazaghi pour le compte-rendu. Lundi 25 novembre dernier, personnel d'encadrement et élèves de l'école des mines de l'Aïr étaient réunis au grand complet dans la cour de l'établissement. L'enjeu valait bien la chandelle. Les Maïr viennent de recevoir un lot de 11 ordinateurs flambant neufs offerts par le groupe Orange Niger. La cérémonie de réception de cet important appui en matériel informatique de haute qualité a vu la présence des responsables administratifs et coutumiers, notamment le secrétaire général du gouvernement d'Agadez, l'inspecteur général des services du ministère des Mines et du Développement industriel, le maire adjoint de la ville d'Agadez, le représentant du sultan de l'Aïr, le secrétaire général de la Fondation Orange et le directeur par intérim de Orange de la région d'Agadez, dont le secrétaire général de la région d'Agadez, Zulkaleni Bouremi Maïga, s'est dit honoré du choix de sa région pour bénéficier de cet appui après une autre opération du même genre au profit des établissements scolaires à Niamey, tout en soulignant le soutien considérable qu'apporte Orange Niger pour le développement de l'école nigérienne. Le directeur de l'EMAER a pour sa part présenté son école qui affiche pour l'année académique 2013-2014 un effectif de 145 élèves dont 13 filles. Il s'est aussi réjoui pour ce don de Orange Niger qui vient atténuer l'insuffisance d'équipement dont souffre l'école des mines de l'Aïr. Avec un important portefeuille d'appui investi dans l'école, Orange Niger est devenu un partenaire privilégié de l'éducation. C'est aussi le premier opérateur de téléphonie de la région d'Agadez avec un taux de couverture de 70% et 36 sites dans la région, comme l'a précisé le secrétaire général de la Fondation Orange et le directeur de la communication institutionnelle de Orange Niger, M. Roni Alassane. Monsieur le directeur des Maïr, mesdames et messieurs, chers élèves, la mission d'Orange est de fournir des services de télécommunication et d'échange adaptés aux populations et aux entreprises du Niger. Nous mettons tout en œuvre pour permettre à nos clients de vivre pleinement la meilleure expérience du numérique, même s'il y a un souci de réseau là où on est. Ça arrive. C'est pour cela que nous investissons dans les réseaux. Et dans les réseaux très haut débit. En l'occurrence, vous entendez souvent parler du 3G, 3G+. Orange est la seule entreprise à amener cette technologie haut débit mobile, c'est-à-dire pour les téléphones. Et pour le moment, la 3G+ n'est pas agréée, je vous assure, mais ça viendra. Voilà, le Niger ne doit pas être donc en marge de la révolution numérique. Et Orange compte jouer pleinement son rôle. Cela est d'autant vrai que nous avons été les premiers dans l'histoire du Niger à avoir directement des capacités dans un câble sous-marin. Les câbles sous-marins, c'est eux qui amènent les grandes capacités Internet au monde. Évidemment qu'on n'a pas la mer à côté, mais on a pris directement de la capacité dans ce câble-là pour qu'on n'a pas à acheter avec quelqu'un qui va l'amener jusqu'au Niger.
Direction Tawa, cette fois-ci, pour aller suivre cette réunion. C'était dans la salle de la Chambre de commerce de Tawa qui a servi de cadre pour cet atelier, la semaine climatique, du changement climatique plutôt, organisé par le Conseil national pour un développement durable avec l'appui de ses partenaires. Et c'est le gouverneur de la région de Tawa qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Asman Amadou. Moment de dévotion et de ferveur religieuse, rendez-vous annuel de communion et de prière collective. Le zikir de la ville de Maradi a drainé un nombre important de fidèles musulmans à la place du sultan de Katina. Cet événement religieux a également mobilisé les dignitaires religieux de la région de Maradi ainsi que les autorités administratives et coutumières du sultanat de Katina, notamment le sultan du Katina, le gouverneur de la région de Maradi et le président du conseil de ville de Maradi. Un zikr mis à profit par la population de Maradi pour implorer Dieu le Tout-Puissant pour qu'il répande sa miséricorde sur la région de Maradi et au-delà sur l'ensemble du territoire nigérien. Cette veillée nocturne de louange à Dieu et d'éloge du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est érigée par les Maradawa en une tradition religieuse hautement symbolique. Voilà, vous l'avez sans doute compris, vous n'étiez pas à Tawa, mais plutôt à Maradi, où la population de Maradi a organisé donc hier soir une grande rencontre religieuse dénommée Zikiri de la région de Maradi. Une rencontre qui a mobilisé les dignitaires religieux du sultanat de Maradi. Le compte rendu était signé Alzouma Seini Soumela. Venons-en cette fois-ci dans la salle de réunion de la Chambre de commerce de Tawa qui a servi de cadre pour l'atelier de la semaine climatique organisé donc par le Conseil national pour un développement durable avec l'appui de ses partenaires. C'est le gouverneur de la région de Tawa qui a présidé donc cette cérémonie d'ouverture. Asman Amadou. Les participants à cet atelier de la semaine climatique organisé à Tawa par le Conseil national pour un développement durable avec le cadre de concertation des acteurs intervenant dans le domaine de l'adaptation au changement climatique vont échanger sur plusieurs communications liées aux aspects du changement climatique. En prenant la parole à l'ouverture des travaux de cet atelier, le gouverneur de la région de Tawa précise que les questions des changements climatiques et l'adaptation constituent une préoccupation mondiale dont les pays en voie de développement sont les plus vulnérables. Les questions des changements climatiques et de l'adaptation constituent aujourd'hui une préoccupation mondiale, vu ses conséquences néfastes sur le bien-être des populations et les écosystèmes naturels, surtout dans les pays en développement comme le Niger, qui non seulement sont les plus vulnérables au changement climatique, mais aussi sont presque démunis de possibilités d'adaptation. Pour cette quatrième rencontre, le secrétaire exécutif du Conseil national pour un développement durable, dans son intervention, demande au cadre de concertation de redoubler d'efforts pour renforcer les actions en matière de l'adaptation afin de faire face aux effets néfastes des changements climatiques. Le choix de cette région pour abriter cette rencontre n'est pas fortuit. La région de Tawa est en effet au cœur de la zone de transition entre une zone où se pratique l'agriculture d'une part et d'autre part, une autre où se pratique essentiellement l'élevage, deux activités très vulnérables au changement climatique et pourtant pourvoyeuses de la grande partie du revenu des populations qui y vivent. Quoi de plus normal alors que de tenir une telle rencontre dans une région où les contacts avec ces populations peuvent nous permettre non seulement de vivre leur vulnérabilité face au changement climatique, mais aussi d'échanger avec elles sur leurs pratiques pour dompter ce changement climatique. Cet appui, je le souhaite, devra se poursuivre de manière plus soutenue et plus substantielle afin de pouvoir ensemble relever le défi environnemental pour créer aussi les conditions d'éradication de la pauvreté et de réduction des inégalités, deux fils conducteurs du programme de renaissance du Niger, soutenu et défendu
avec toute la conviction que cela requiert par le président de la République, Son Excellence Issoufou Mamadou. Durant 2 jours, les participants à cet atelier vont partager leur expérience au profit d'une meilleure adaptation au changement climatique au Niger, qui est déjà sur la bonne voie par rapport aux autres pays en voie du développement. Voilà, messieurs, dames, c'est donc sur ces images de l'atelier de changement climatique à Tawa que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir et à très bientôt.